Le recul des armées allemandes après Stalingrad annonce le reflux du nazisme en Europe dès 1943. Reflux accéléré, comme vous le savez, par le débarquement en Italie en septembre 1943, puis surtout par le débarquement en Normandie en juin 1944. Pour la cité de Liège, engourdie, endolorie, l'heure de la délivrance approche à grands pas, après 4 années d'une nuit douloureuse. Mais pour Liège, la libération annonce aussi les pires moments de la guerre. Le débarquement allié en Normandie, dont on vient à grand renfort de commémoration de célébrer les 80 ans le 6 juin dernier, avait enfoncé les forces allemandes à l'ouest et libéré Paris, alors insurgé le 25 août. Malgré des poches de résistance ici ou là, la progression des Alliés, c'est-à-dire principalement des Américains, des Canadiens, des Anglais et des Français libres, avait été fulgurante. Des milliers de soldats belges, qui s'étaient au départ réfugiés en Angleterre, dans les pas du gouvernement Pirlo, figuraient parmi les forces qui libérèrent une à une les grandes villes de l'Ouest, puis du nord de la France. Ainsi, la brigade du lieutenant-colonel Piron, composée de 2300 volontaires belges, allait participer à la libération de notre pays, vers lequel l'armée allemande avait reflué, cherchant à protéger le grand port d'Anvers ou à le détruire pour éviter qu'il ne serve les plans alliés. À Liège, sur la route de l'Allemagne, la population, informée de ces progressions, voit passer les convois militaires en pleine déroute. Les transports de blessés jetant dans les gares un effroi mêlé d'espérance. Mais c'est aussi la débandade parmi les forces de la collaboration, qui sentent que décidément, le vent s'est mis à tourner. L'après-midi du 2 septembre 1944, les premières forces blindées des Alliés surgissent à Tournai. La brigade Piron, qu'on avait fait partir du Havre et foncer à travers le nord de la France pour libérer notre territoire, faisait partie de ces libérateurs. Libérateurs partout accueillis avec des démonstrations de joie qui parfois tournaient à l'hystérie. Pour la Wehrmacht, pilonnée inlassablement par l'aviation dans sa retraite et devant l'avancée irrésistible des Alliés, très supérieure en nombre et en équipement, c'était la débandade. Le soir du 3 septembre, les premiers chars anglais, ceux du 30e corps blindé du général Horx, dévalaient l'avenue de Tervuren à Bruxelles. Derrière, sur des camions, quelques soldats belges. Quand la foule, priée de rester chez elle, mais descendue quand même dans les rues, les aperçut, l'explosion de fierté et de joie fut indescriptible. C'est l'image traditionnelle que nous avons de la libération. Une libération immédiate et forcenée de la joie. Oui, c'est exact. Enfin, il faut nuancer un peu. D'abord, à l'occasion des chaudes journées de la fin de l'été, surtout lorsqu'on apprend la libération de Paris, qui a l'effet d'une bombe, les habitants des villes belges, par centaines, le ventre tenaillé par la faim, se dirigent vers les fermes des alentours. Et on va régler leur compte aux paysans suspectés d'avoir profité de la pénurie. Et c'était exact ? Pas vraiment, parce qu'il faut avoir en tête déjà les réquisitions de l'occupant, qui lui a véritablement organisé la pénurie. Puis les trains et les routes sont continuellement attaqués, et les biens circulent peu. On y vient. N'oublions pas les nombreux bombardements juste avant les libérateurs. Et comme en France, les tapis de bombes précèdent les chars alliés. Les Allemands ont décidé de s'accrocher à Liège, laquelle n'est distante de la ville d'Aix-la-Chapelle que d'une trentaine de kilomètres. Aix-la-Chapelle, qui sera d'ailleurs première ville allemande capturée après de durs combats en octobre 1944. Les points stratégiques, qui représentaient un atout militaire, firent l'objet de destructions délibérées soit par les Allemands, soit par les Alliés, chaque camp refusant que ces structures servent d'appui à l'ennemi. Le pont-rail du Val-Benoît, ainsi, fut lourdement bombardé par les Alliés jusqu'au 18 août. Les destructions tout autour furent dantesques, l'abbaye médiévale pulvérisée, la gare de Quincampoix anéantie. Le prêtre périt, écrasé dans son église à proximité. Mais ce ne sont pas là les seules destructions. Pour les Alliés, littéralement, on ne fera pas d'omelette sans casser des œufs. Alors on casse, en ce sens qu'on balance des tapis de bombes sans moyen réel de faire dans le détail.
Durant l'été, une vague de bombardements meurtriers commence. Meurtriers car les Américains ratent les ponts sur la Meuse à Namur et à Huy en août et tuent 400 civils. À Liège, les habitants lèvent fréquemment les yeux vers le ciel, pétris d'angoisse. Mais ces destructions ne sont rien à côté de la vague de bombes volantes qui viendront par la suite, sans même parler du bombardement du 24 décembre au moment de la contre-offensive allemande dans les Ardennes, lorsque la Luftwaffe chercha à détruire plusieurs parties du réseau ferroviaire liégeois. Ainsi, les bâtiments des archives de l'État qui se trouvaient près de la gare de Jean-Fosse furent détruits et des milliers de documents historiques à jamais perdus. Naturellement, au moment de la libération, les nazis vont tirer profit du bilan de ces destructions, soulignant la cruauté des prétendus libérateurs. Les Alliés ne seront pas accueillis partout par des vivats. C'est vrai, mais les Allemands, eux, sont copieusement haïs. On lit ici ou là qu'ils ont ouvert le feu sur la foule en liesse. Et oui, cette foule, souvent imprudente, n'obéit pas aux consignes qui sont de rester chez soi. Comment en vouloir à ces gens après tant de souffrances? Mais c'est certain, et des fanatiques vont en profiter. Le 7 septembre, alors que les Alliés sont aux portes de la cité, les Allemands entreprennent de détruire les principaux carrefours. Ils disposent pour ce travail crapuleux de petits chars téléguidés, les Goliath, lesquels pouvaient, selon le type, porter plusieurs centaines de kilos d'explosifs. À Fontainebleau, dans les quartiers de Sainte-Marguerite, un de ces engins de mort explose alors qu'une foule fait la file devant une boulangerie. Il y a 95 morts, beaucoup d'enfants, des blessés innombrables, un vrai carnage. Même chose au Cadran et à Hocheport, où heureusement, les dégâts ne sont que matériels. Destruction parfaitement inutile, soit dit en passant, car elle n'entrave nullement la progression des Alliés. Les Allemands résistent sur de nombreux points d'accès. À Raucourt, un combat de chars s'achève par la destruction de 9 panzers allemands. Puis, dans la nuit du 7 au 8 septembre, continuant leur progression, les Alliés descendent d'Anse et de Sainte-Marguerite vers le centre, roulant rapidement, espérant surprendre et bousculer l'ennemi. Mais les bruits des chenilles et l'effervescence qui se généralisent fait sortir les gens de leur maison. La foule en liesse accueille partout les libérateurs et les arrête. Le vendredi 8 septembre au matin, tandis que le bourgmestre Bologne court reprendre son majorat à l'hôtel de ville, avant d'en être définitivement chassé un peu plus tard. Les Alliés ont bouté les Allemands hors de la rive gauche de la Meuse. Après des combats sporadiques, place du Marché et rue du Parc, l'ennemi s'est retranché rive droite, et il faudra des combats parfois violents pour le chasser de ces derniers morceaux de notre territoire. On se dit souvent qu'on aurait aimé vivre une telle envolée de joie collective. Mais l'époque était dangereuse. D'autant que les Allemands les plus résolus refusaient de déposer les armes et préféraient combattre jusqu'à la mort, même si l'immense majorité choisit de se rendre, le moral les godasses. Résultat de l'endoctrinement de la jeunesse par les nazis. La guerre était perdue, on le savait, mais on voulait finir dans un océan de flammes. Alors il y a des combats un petit peu partout en ville. On a tiré sur les badauds qui venaient danser sur les ruines du pont des Arches. Et dans le quartier des Vennes, des snipers s'étaient retranchés dans une pharmacie et il fallut les déloger, parfois au prix de pertes douloureuses. Des actes de courage invraisemblables sont signalés au milieu des scènes de liesse populaire. Ainsi, un ancien combattant de 14-18, Mourissoir, avait essayé de désamorcer les explosifs du char Goliath à Fontainebleau, mais sans y parvenir, et son corps avait été déchiqueté par la déflagration. Un policier réussit par contre à désamorcer les charges destinées à faire sauter le pont de Fétine. Des événements peu glorieux aussi eurent lieu à l'occasion. On parle ici de la vengeance de la population contre ceux qu'on savait être des collabos. Il y eut des femmes dénudées, le corps couvert de croix gammées, enfin rasées pour avoir couché avec des Allemands, mais aussi des passages à tabac d'indicateurs ou de traîtres, voire pire encore. Les plus importants collaborateurs, ceux qui n'avaient pas réussi à prendre la poudre d'escampette, furent emmenés à la citadelle. Comme on le voit sur cette carte, la résistance sporadique des Allemands était d'autant plus inutile que les Alliés avaient entrepris d'envelopper la ville, puisqu'ils y pénétrèrent le 8 au soir et déboutant de Wandre, Bressou et Jupille.
Des commandos peu armés de partisans avaient également décidé le coup de force. Par exemple, de prendre le palais des Princes-Évêques où François Perrin, mon bien-aimé professeur de droit public, disparu en 2013, s'employa à jeter par les fenêtres les portraits d'Hitler qu'il avait décrochés à coups de marteau. Et le futur entraîneur du RFC Liège, Jean Lauze, prisonnier de guerre évadé, prit possession de la citadelle avec un groupe armé d'un seul fusil. Citadelle où les partisans allaient découvrir les charniers laissés derrière eux par les Allemands. Temps étrange où se mêlaient à la fois barbarie et courage, joie et terreur. Toutes les guerres, certainement, se sont terminées de la même façon, sauf que cette fois-ci, et plus encore qu'en 1918, il y avait de nombreux photographes et cinéastes amateurs. Mais après ces moments de folie collective, viendra l'heure de la remise en ordre? Pas tout de suite, car pour Liège, à peine libéré, viendra l'heure terrible des bombes volantes. Car Hitler l'avait dit à ses généraux le 19 novembre, balancez tout sur Liège. Aïe aïe aïe.